Salut les gars, je suis Anne-Laure Baratin et vous écoutez le podcast Genre de fille. Chaque semaine, je reçois une fille unique en son genre pour parler sans tabou de mission de vie, de galère, de déclic ou non, de féminin, de maternité ou pas, tout ça. Par leur parcours, leur engagement et leur choix de vie, elles m'ont bluffée et j'ai à cœur de vous les faire découvrir. Je sais qu'elles vous inspireront. J'espère maintenant que leur parole vous permettra d'avancer, de choisir, de décider. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute! Cet épisode a été rendu possible grâce à Baratin, etc. Baratin, etc., c'est l'agence de création éditoriale qui accompagne les entreprises engagées s'adressant aux femmes. Alors aujourd'hui, au micro de Genre de Fille, je reçois Jeanne Brook. Alors, ce n'est ni son vrai prénom, ni son vrai nom, mais vous comprendrez pourquoi plus tard. Je connais Jeanne depuis de nombreuses années. Il fut un temps lointain où nous étions toutes les deux employées dans ce qui était à l'époque une célèbre start-up parisienne. On peut donc dire que nous sommes de bonnes copines. Il y a 2 ans, en octobre 2019, alors que je me rendais à ma formation d'astrologie avec Sophie Keller, j'étais à la bourre comme d'hab, et je reçois un mail de Jeanne, avec en pièce jointe un écrit qu'elle me demande de lire et qui retrace un événement récent de sa vie. Dès les premières lignes, je suis scotchée, bouleversée, émue. Je sais que je vais devoir me poser tranquillement pour réellement le lire et surtout l'intégrer. Ce manuscrit, 2 ans plus tard, est devenu un livre qui vient tout juste de sortir et il s'appelle 0,9%. Je laisse à Jeanne le soin de vous expliquer pourquoi. Bonjour Jeanne, je suis ravie de te recevoir au micro de Genre de Fille. Comment vas-tu ? Bonjour Anne-Laure, merci de m'accueillir sur ton podcast et ça va très bien, merci. Alors comme j'expliquais en introduction, on se connaît en fait toutes les deux puisqu'on a travaillé dans une ancienne start-up il y a quelques années et où on était quand même très copines. Et je suis quand même super contente que tu sois là aujourd'hui au micro de Genre de Fille. Tu as écrit un premier livre qui vient de sortir aux éditions Les Avrils, qui s'appelle 0,9%. Et voilà, j'aimerais beaucoup que tu nous en parles et que tu nous expliques de quoi traite ce livre et pourquoi tu as voulu écrire ce livre. Ouais, donc j'ai écrit un livre qui s'appelle 0,9% parce que 0,9%, c'est le pourcentage de viols et tentatives de viol qui font l'objet d'une condamnation aux assises en France. Et il se trouve que j'ai habité 5 ans en Australie et qu'en 2018, j'ai été victime d'un viol et que j'ai porté plainte et que mon agresseur a été condamné et qu'ensuite j'ai eu envie de témoigner. Et du coup, j'ai écrit ce qui, à la base, ne devait être qu'un témoignage et que j'ai envoyé à une journaliste qui l'a fait publier et qu'ensuite, j'ai eu la chance qu'il soit publié par une maison d'édition qui s'appelle Les Avrils. Et donc, voilà. Et alors, on va juste préciser, la journaliste à qui tu l'as envoyé, elle s'appelle Titiou Lecoq, pour Oui. ceux qui écoutent le podcast. Et elle a notamment été une des invitées de Genre de Fille. Et comment tu te sens alors, toi, alors que le livre vient de sortir? Ça fait quoi de savoir que ce que tu as écrit est lisible par beaucoup? Ça fait, je suis hyper contente qu'il soit sorti parce que c'était quand même beaucoup de travail. Donc, c'est un peu comme un accouchement, si je puis dire, même si je n'ai pas d'enfant. Ouais. Euh, et, et ouais, non, je suis hyper contente et un peu émue de le voir dans les librairies. Enfin, c'est un peu comme une étape de plus, en fait, dans la reconstruction, entre guillemets. Et du coup, ça va bien. D'accord. Et parce qu'en fait, ce livre, tu as commencé à l'écrire au début du procès ou comment tu as commencé en fait à prendre des notes et à rédiger et comment ça s'est passé? Ouais, donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que le premier moment où j'ai commencé à écrire par rapport à ce viol, c'était quelques semaines après l'agression. Et c'était vraiment dans l'optique de me dire, il faut pas que j'oublie ce qui s'est passé parce que le procès, ce sera pas avant 1 an et demi, 2 ans. Et du coup, il faut absolument que je garde une trace de ce qui s'est passé. Et en même temps, j'ai pas envie de tout garder dans ma tête. Et du coup, j'avais envie un peu de me vider la tête de ce souvenir de merde. Ouais. Et voilà. Et du coup j'ai commencé à écrire l'agression à ce moment-là.
Et puis ensuite, le temps est passé. Je n'ai pas écrit grand-chose pendant un certain nombre de mois. Et puis au moment où mon déni a explosé, parce que du coup, après le viol, comme beaucoup de personnes, j'ai fait un gros déni et je me disais que tout allait bien et que finalement, c'était vraiment pas grand-chose ce qui m'était arrivé, que j'étais beaucoup plus forte que ça, alors qu'en fait, pas du tout. Et du coup, au moment où le déni a explosé, là, j'ai commencé un peu plus à partir en sucette. Et là, du coup, ça me faisait du bien aussi d'écrire. Ouais. Donc, il y a toute une partie que j'ai écrite à ce moment-là. Et puis ensuite, un an et demi plus tard, donc c'est-à-dire en juin 2019, le procès a eu lieu. Et c'est vrai que pendant un procès, il se passe vraiment... Enfin, vraiment plein de trucs. Il y a des espèces de rebondissements dans tous les sens. Tu as beaucoup de personnes qui interviennent, qui jouent des rôles hyper différents et tout. Et là, je me suis dit, il faut absolument que j'écrive tout ce qui s'est passé pour expliquer comment ça se passe. Et l'idée aussi sous-jacente derrière ce bouquin, c'est de me dire, moi, j'ai eu des hyper bons réflexes au moment où ça m'est arrivé, et c'est parce que j'avais lu plein de témoignages avant sur qu'est-ce que c'est qu'un viol, qu'est-ce qu'il faut faire quand ça arrive, il faut aller chez les flics direct et tout. Et du coup, je me suis dit, c'est vraiment grâce à tous ces témoignages que j'ai eu les bons réflexes. Et du coup, maintenant, c'est un peu à mon tour de témoigner aussi et de faire en sorte que ce soit utile et que d'autres personnes, si ça leur arrive, eh ben, si elles ont lu mon témoignage et d'autres témoignages, elles vont aussi avoir les bons réflexes. Et moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué quand j'ai lu ton manuscrit. Alors, je pense que c'était une des premières versions qui n'était pas encore, que tu n'avais peut-être pas retravaillé avec ta maison d'édition, mais en fait, c'est le moment où tu expliques quand tu sors en fait de cet appartement, euh, pendant un quart de seconde, c'est pas que tu hésites, mais tu dis en gros, en fait, il y a ce moment un peu crucial où tu dis, je sais que je vais porter plainte, et puis en même temps, tu dis, ça serait tellement plus simple si je tournais la page tout de suite en me disant, en fait, non, c'est pas grave, je vais pas au commissariat. Ouais, bah, c'est sûr que tu hésites parce que tu sais qu'en allant au commissariat, tu vas déclencher enfin, Un tu pourras pas tsunami, ouais. revenir en arrière. Et enfin, j'avais aucune envie j'ai jamais eu envie de revenir en arrière, mais c'est quand même, enfin voilà, enfin faire la démarche de passer le seuil d'un commissariat, c'est pas du tout anodin. Et tu sais que aussi, je pense, aller au commissariat, c'est reconnaître que ce qui s'est passé, c'était vraiment grave et que c'est un crime. Et ouais, d'une certaine manière, tu n'as pas envie de fermer les yeux sur ce qui s'est passé. Mais ouais, non, c'est pas anodin d'aller au commissariat et t'hésites forcément avant d'y aller parce que tu sais pas à quelle sauce tu vas être mangé. Ouais. Et puis surtout, enfin, il y avait déjà à cette époque-là quand même beaucoup de témoignages sur l'accueil parfois nul qui est réservé aux victimes de viol dans les commissariats. Et donc moi, à ce moment-là, j'avais aucune idée de comment ça se passait en Australie. Et je me disais, bon, bah là, quand même, si tu vas au commissariat, il va falloir raconter tout ce qui s'est passé, même si tu n'as rien à te reprocher. C'est quand même, tu viens de te faire violer et tu sais que là, il va falloir une nouvelle fois aller au commissariat et du coup raconter tout ce qui s'est passé. Et raconter tout ce qui s'est passé d'un côté, ça fait du bien parce qu'au moins, t'es plus toute seule avec l'espèce de bombe horrible qu'on a mis à l'intérieur de toi. Et d'un autre côté, bah, c'est une nouvelle fois briser un peu ton intimité. Mais même si c'est pour la bonne cause, c'est pas évident. Oui, et puis j'imagine que tu te dis, on va forcément te poser des questions parce que est-ce que tu avais bu, enfin tous ces trucs en fait, ou inconsciemment en fait, on a l'impression que si tu as bu, c'est que tu as pris un risque et que donc c'est peut-être plus Ouais. excusable. Ton livre, en fait, il s'appelle 0,9%, donc il parle de ce chiffre en France, alors que toi, enfin, je ne sais pas si on peut dire ton viol, mais le viol dont tu as été victime s'est passé en Australie. Comment tu es arrivé à te pencher en fait sur les chiffres français? Tu as eu envie de plus creuser le sujet du viol en France? Bah, en fait, ce chiffre, je l'avais en tête dès le début, mais même avant le viol.
Et je pense que c'est au moment de MeToo que j'avais lu vraiment plein de témoignages et plein d'articles et que j'avais dû tomber sur ce chiffre et que ça m'avait vraiment choqué. Et du coup, après, c'est ça aussi le truc, c'est que tu vas au commissariat et tu dis, bon, bah, il y a quand même peu de chances que ça aboutisse. Mais je m'étais pas, enfin, 0,9%, je sais que c'est le pourcentage en France. Je ne suis pas persuadée que le pourcentage soit beaucoup plus élevé en Australie, parce que j'ai un peu cherché aussi en Australie. Je n'ai pas trouvé les chiffres exacts, Ouais. exactement ce que je cherchais, mais j'ai l'impression que ça reste bas aussi, parce que par définition, c'est hyper difficile de prouver qu'il y a eu viol parce que c'est souvent des situations où tu es seul et c'est des crimes où après c'est parole contre parole, donc c'est compliqué de prouver. Donc je ne pense pas qu'il y a beaucoup plus de condamnations en Australie qu'en France, mais je trouve que la manière dont c'est géré, c'est pris beaucoup plus au sérieux et en tant que victime, tu es beaucoup plus accueilli et tu as le sentiment qu'ils font tout pour que ça fonctionne. Après, si ça ne fonctionne pas, c'est plus que c'est la nature du crime en lui-même qui fait que c'est compliqué et que souvent les agresseurs ils arrivent à retourner le truc en disant non non mais si elle était consentante et que quand c'est parole contre parole les jurés parfois ils prennent pas le risque Ouais. d'envoyer quelqu'un en prison alors qu'ils sont pas sûrs à 100%. Mm. Mais la différence première entre la France et l'Australie, c'est surtout l'accueil qui est fait, quoi. Ouais, tu l'expliques super bien dans le livre d'ailleurs. C'est dès le début, en fait, que ce soit le policier ou la policière, enfin, déjà il s'excuse parce qu'il te dit quand tu es accueilli au commissariat, vous auriez peut-être préféré une femme, je suis désolée, il y aura seulement un homme, si je me souviens bien, c'est ça. Et puis c'est quelqu'un qui est vraiment dans l'empathie, qui va te dire qu'il est désolé que ça te soit arrivé. Ouais. Et après, il va même prendre de tes nouvelles en t'appelant. Enfin voilà, tu vas être super informé sur l'avancée du procès. Enfin, on sent qu'il y a vraiment une considération de la victime qui est. Enfin, on s'en rend même plus compte. On n'a pas l'impression que c'est la même chose en France, effectivement. Ouais, bah ouais, c'est ça. C'est quand tu arrives, on s'occupe très bien de toi. Enfin, ils sont tous très empathiques et d'une certaine façon, quand tu te fais violer, t'es un peu déshumanisé. On te Ouais, prend pour un objet et en fait, les premières personnes à qui tu vas parler après, et donc là en l'occurrence la police, eh ben, c'est eux qui d'une certaine manière sont entre guillemets responsables de te refaire croire dans l'humanité et de te redonner confiance en fait. Et si non seulement euh, tu viens de te faire violer et ensuite tu arrives dans un commissariat où tu es mal reçu et où on ne te considère pas alors que déjà là tu viens de te faire prendre pour un objet alors que tu es une personne, eh ben, je pense que c'est hyper difficile de s'en remettre. Alors que là, moi, comme je le conçois, c'est que oui, là, on m'a pris pour un objet pendant 5 minutes et je me suis barrée et je suis allée chez les flics. Et là, direct, on m'a redonné un peu, entre guillemets, ma personnalité et de la considération. Et c'était le début, entre guillemets, d'une reconstruction enfin, qui a été très chaotique. Hein, et voilà, c'était une première étape et il y en a eu beaucoup d'autres. Mais je pense qu'ils ont cette responsabilité-là aussi. Les flics, quand ils reçoivent des victimes, c'est que il faut qu'ils montrent que eux, ils sont humains et que ce qui vient de se passer avant, c'était pas normal. ouais. Et comment on se remet d'un viol, selon toi? Oula, alors vaste sujet. Bah, comment on se remet d'un viol déjà enfin, moi, en tout cas, comme je l'ai vécu, c'est que il y a eu le viol, le dépôt de plainte et ensuite le suivi judiciaire, etc. Et moi, les premiers mois après le viol, j'ai vraiment fait un déni total où je me suis dit, en fait, il est hors de question que ça m'atteigne, il est hors de question que j'arrête de vivre comme je le faisais avant. Donc, on va faire comme si s'était rien passé. Et du coup, j'avais quelques potes qui étaient au courant, mais pas énormément, parce que je m'étais dit, en fait, à mon avis, moins j'en parle et mieux c'est, parce que du coup, Ouais. je ne donne pas d'importance à ce qui vient de se passer.
Et puis, donc, je pense que la première étape, c'est de sortir en fait du déni et d'accepter que ce qui s'est passé, non seulement c'est pas normal, mais ça t'atteint gravement. Et que en fait, d'avoir été prise pour un objet, c'est d'une certaine manière, on t'enlève ta personnalité. Et moi, c'est un peu ça ce que j'ai ressenti quand ça n'allait pas, c'est que j'avais l'impression qu'il n'y avait plus personne en fait à l'intérieur de moi. C'était vraiment hyper bizarre comme sensation. C'était un truc que j'avais jamais eu avant, et c'était de me dire ouais, en fait je suis là mais je suis plus là, quoi. Et voilà, et en fait je me suis rendu compte que j'étais en déni quand je suis rentrée pendant les vacances, donc c'était l'été. Donc le viol, c'était en mars, je suis rentrée en France en août, et là j'étais avec ma famille, et ma famille, je leur avais pas dit parce que je voulais pas les faire paniquer à distance, Ouais. et voilà, c'était et puis j'avais un peu enfin j'étais hyper gênée aussi, hein, j'avais pas du tout envie de dire que je m'étais fait violer. Et donc, en rentrant en France, j'ai vu en fait l'espèce de muraille qu'il y avait entre mes parents, mes frères et sœurs et moi, parce que moi, je savais ce qui m'était arrivé et eux, ils ne le savaient pas. Et en fait, c'est en voyant ce mur, cette muraille transparente, qu'il n'y avait que moi qui voyais, que je me suis dit, ah ouais, non, mais en fait, ça ne va pas du tout, du tout, du tout. Et du coup, c'est à ce moment-là que j'ai réussi à. Enfin, il a fallu que j'avoue, entre guillemets, alors que je ne devrais pas dire avouer, mais en fait, c'est tellement difficile à dire que ça ressemble plus à des aveux qu'à une histoire. Et voilà, et à partir du moment où je l'ai dit, là, j'ai vraiment eu un espèce de breakdown où là, pour le coup, quand j'en parlais, je me mettais à pleurer systématiquement, alors qu'avant, entre mars et août, quand j'en parlais, j'en parlais en termes judiciaires. Ouais. Je disais juste, voilà, au niveau du procès, on en est à cette étape-là. Le procès, il va être à cette date-là. Pour le moment, comme élément, on a ça, ça, ça. Je suis en contact avec la police. Enfin, voilà. Et c'est que à partir du mois d'août-septembre que je me suis un peu dit, niveau psy, il faut aussi faire quelque chose, quoi. C'est pas que les mettre en prison, c'est aussi toi, le faire condamner et le mettre en prison. C'est toi aussi t'occuper de te reconstruire parce qu'il y a clairement une bombe qui a explosé et il se passe plus rien en toi, quoi. Et donc là, quand tu étais toujours en Australie à ce moment-là, tu as été suivi par. Tu as fait des séances avec un ou une psy. Comment tu t'es dit, OK, il faut que j'essaie de soigner cette Ouais. déflagration? Et assez naturellement, du coup, je me suis dit, je vais aller voir un psy. Et donc là, encore une fois, le système australien est assez dingue parce que j'avais droit à 20 séances de psy gratuites chez le psy de mon choix. Donc du coup, Oui, alors même que le procès était pas, alors que tu n'étais pas encore reconnue comme victime d'un viol, c'est ça? ouais, Ouais. c'est ça, exactement. Donc, ouais, donc t'as ça, t'as une aide. Bon, alors, déjà, t'as pas besoin de payer un avocat. Ouais. C'est la police qui s'occupe de ta défense. Donc, à aucun moment, il y a un souci d'ordre financier qui pourrait t'empêcher de continuer. Deuxièmement, tu as un suivi psychologique qui est gratuit. Troisièmement, effectivement, tu te sens soutenu par les policiers et par ce qu'on appelle le solliciteur, qui est l'espèce d'avocat en chef en fait qui s'occupe de son cas et qui t'appelle une fois de temps en temps pour prendre des nouvelles et pour te donner aussi des nouvelles. Et quatrièmement, non seulement ça te coûte rien, mais en plus on te verse une indemnité qui s'appelle un recognition payment. Et c'était 5 000 dollars australiens, donc ça fait l'équivalent de 3 000 euros à peu près. Et juste, ça n'a pas vocation à te dédommager, parce que pour te dédommager, c'est plus un procès au civil qu'il faut faire, que je n'ai pas fait. Mais c'est plus histoire de dire, OK, on reconnaît qu'il y a eu un gros problème en termes de criminalité et que voilà, et que tu en as chié. Et du coup, à ce titre-là, ouais, on reconnaît qu'il y a eu un problème et du coup, on te donne 5 000 dollars. Mais c'est pas, je sais pas comment dire, en fait, ça compense pas, enfin, ça compense rien, mais c'est juste symbolique. Ouais.
là, j'ai vu récemment, donc tu as fait une vidéo sur Combini, tu es passé sur France Inter. On va dire que c'est ce qu'on appelle la promo du livre. Qu'est-ce que ça te fait, toi, d'en reparler, de parler de ton livre et comment tu perçois les réactions en face, en fait? Alors, France Inter et Combini, alors c'était assez différent parce que France Inter, c'était 7 minutes et puis Combini, en fait, tu parles pendant 45 minutes et à la fin, ça fait un film court, mais du coup, tu en parles quand même pendant assez longtemps. Et quand j'en parle aujourd'hui, maintenant, c'est une histoire qui est pour moi est une histoire ancienne et je considère que je suis totalement remise. Enfin, évidemment que tu es différent, mais comme tout trauma, en fait. Enfin, je veux dire, enfin, que ce soit un deuil, un accident de voiture, une rupture, enfin voilà, à des degrés divers. Mais moi, je considère qu'un viol, c'est un traumatisme, mais qui devrait être un peu considéré comme n'importe quel autre traumatisme, plutôt que de le tabouiser, entre guillemets Ouais. et que tout le monde s'arrête de parler quand on parle. Et attends, du coup, alors pourquoi est-ce que je raconte ça? Parce que Non, mais je te comme disais, ça te fait quoi d'en reparler, t'en en fait, parles, enfin, ouais, de faire de la promo d'un livre tu vois, c'est vrai que Combini, là, c'était une vidéo, donc tu es filmé. Après, tu peux voir les commentaires, en fait, sur Insta ou sur Facebook. Est-ce que tu lis les commentaires? Est-ce que les ouais, commentaires... alors en fait, à la base, donc ce qui se passe, c'est que à la base, moi, j'avais toujours dit, j'ai écrit un témoignage et ce serait bien qu'il serve à d'autres. Et puis, bah, pourquoi pas de faire un livre, mais ce qui est sûr, c'est que je resterai toujours anonyme. Enfin, je prendrai un pseudonyme et je veux pas qu'il y ait mon vrai nom, parce que si tu mets ton vrai nom, et ben après, ça veut dire que quand les gens ils tapent ton vrai nom, le premier truc qui sort, c'est ça. Ouais. Et donc, c'est pas comme quand tu es un personnage public, tu vois, par exemple. Quand tu es une actrice connue et que du coup on va taper ton nom et ça ce sera un des trucs mais ce sera pas juste ça et moi je voulais pas que ma vie elle soit résumée à cette histoire sordide et nulle quoi. Et Ouais. donc du coup même si je l'assume tu vois mais je me disais attends si demain tu postules à un nouveau job, t'as pas envie que ce soit ça le premier truc que les RH ils voient quand ils tapent ton nom sur Google, Sur même Google, ouais. si, même si je l'assume et si on m'en parle, j'en parle volontiers. Euh, mais voilà, enfin, je veux pas être résumée à ça et c'est pour ça que j'ai pris un pseudonyme. Et du coup, au début, je voulais pas du tout faire de vidéos, je voulais pas du tout montrer ma tête. Et en fait, il y a Combini qui m'a demandé de venir faire une vidéo. Et au début, je disais non. Et ensuite, je me suis quand même vachement posé la question parce que c'était un peu un dilemme en fait. C'était un peu, je me disais, tu peux pas d'un côté dans ton livre prôner la détabouisation du viol et dire que c'est pas bien le silence, il faut en parler, voilà. Et d'un autre côté, quand on te propose d'aller vraiment en parler et de donner de la visibilité, et ben t'en aller en courant, tu vois. Donc du coup, j'étais un peu prise en sandwich. Et puis, je me suis dit, en fait, je vais y aller. Mais en revanche, ce que je veux pas, c'est parler du viol en lui-même. J'ai pas envie de raconter les conditions parce que je trouve que ça fait vraiment partie de ton intimité. Mais Ouais. en revanche, je suis d'accord pour donner de la visibilité, entre guillemets, au système australien et à la manière dont on s'est occupé de moi, qui, à mes yeux, est bien mieux que ce qui se passe actuellement en France. Et en fait, le timing était assez drôle entre guillemets parce que au moment où j'étais en train d'hésiter, il y a toutes les vidéos de double peine, enfin tous les témoignages et la vidéo Combini sur toutes les victimes qui disent qu'elles sont hyper mal reçues en France, les témoignages au commissariat de Montpellier, etc. Ouais. Là, et là en fait. Quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit, en fait, tu peux pas ne pas y aller. Enfin, là, c'est un peu un devoir moral, entre guillemets. Il faut que tu dises qu'un autre système est possible et que d'ailleurs, ce système, il existe déjà et qu'il est en Australie et qu'on a juste à le copier, en fait. Ouais. Et du coup, c'est ça qui m'a fait switcher et je me suis dit, OK, bon, bah, tu sais quoi, tu vas t'asseoir sur le fait que tu voulais pas montrer ta tête. De toute manière, tu montes ta tête, mais enfin, c'est pas ton vrai nom et les gens qui te reconnaissent, et bah, c'est très bien parce que je l'assume totalement et puis c'est tout. Et ça s'est bien passé parce que je sais qu'on en avait discuté ensemble quand on a discuté, je sais pas, il y a 10 jours et tu me disais que tu avais un peu peur quand la vidéo est sortie. Tu m'as dit, ouais, c'était le fait de te voir Ouais, ou bah, c'était le fait qu'ils réduisent
en 3 minutes ou 5 minutes le fait que tu aies parlé pendant 45 minutes? J'avais peur un peu bah, forcément, quand tu parles d'une affaire d'agression sexuelle, tu as toujours peur un peu du côté racoleur et Ouais. voyeur. Voilà, mais ça, du coup, c'était bouclé parce que j'avais juste dit que j'expliquerais pas comment le viol s'était passé et que je parlerais juste du reste. Mais bon, ça, en fait, j'étais hyper rassurée parce que la journaliste Combini, Anouk, elle était trop sympa et qu'on s'était bien briefé avant l'une et l'autre et que du coup, tout s'est bien passé. Après, c'était plus que j'avais pas forcément envie de re-regarder la vidéo et en fait, je l'ai montré à tous mes potes avant et tout le monde m'a dit c'est bon, enfin, franchement, ça va. Et c'est même super. Donc, du coup, après, je l'ai regardé et les commentaires, je m'y attarde pas trop. Ouais. Je demande plus à mes potes s'il y en a qui sont vraiment cool, ils me les envoient et sinon, je regarde pas. Mais en fait, c'est assez bizarre parce que tu te dis, ça fait 1 million de vues. Donc, tu as un peu l'impression d'être dans une bulle parallèle, que ça se fait dans une bulle parallèle parce que tu dis, c'est fou, il y a 1 million de personnes qui ont vu ce que j'ai dit. Et en fait, d'un autre côté, bah, ça change rien à mon quotidien. Enfin, tu vois, c'est hyper abstrait en fait. Donc, Ouais. Et en même temps, ça apporte quelque chose potentiellement au vécu de toutes ces personnes qui peuvent te regarder ou t'écouter. Enfin, je veux dire, que tu oui, sois bah, homme, ouais. ouais, que tu sois homme ou C'est ça, femme, ouais. ça questionne forcément quelque chose. Mm. Ouais, non, c'était vraiment ça l'idée, c'était de le faire pour sensibiliser et pour d'un côté répondre aux témoignages, enfin, amener de l'eau au moulin de tous les témoignages double peine. Ouais. Et ce que tu me disais aussi, c'est que ça pouvait être un peu agaçant pour toi, des réponses sur les réseaux sociaux qui partent d'une bonne intention, mais qui ont tendance à dire oh la pauvre, ou en fait, oui, Ouais, c'est ça. ouais, Ouais, il y en avait notamment qui disent ah là là, elle a l'air vraiment pas bien à triturer son élastique et tout. Et t'es là, mais t'en sais rien en fait. Si je suis pas bien, moi je te dis que ça va très bien et que juste aller faire une vidéo, bah du coup il y a les flashs qui sont sur toi. T'es debout, toi t'es dans la lumière et la journaliste elle est dans le noir. Enfin tu vois, c'est pas non plus une conversation dans des canapes ou au café du port quoi. Donc voilà, et oui, c'est ça aussi. J'ai reçu du coup quelques messages de copains que j'avais pas vus depuis longtemps et qui me disent bah, c'est bravo et tout. Enfin, quand on me dit que c'est courageux, je suis contente parce que effectivement, enfin, j'ai vraiment mis du temps à prendre cette décision. Mais ce que j'aime pas, c'est quand on me dit j'espère que tu te reconstruis, tu vois, et qu'on met le reconstruit au présent, comme si en fait tu t'es fait violer, donc maintenant il faut que tu te reconstruises toute ta vie. ouais. Et ça, je suis pas trop d'accord avec ça. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a un peu une image quand même de tu t'es fait violer et du coup tu vas être un peu traumatisé toute ta vie, alors que c'est pas vrai. Je pense que voilà, enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un traumatisme qui est entre guillemets comme un autre et qui est difficile et qui te laisse pas la même qu'avant, mais au même titre que un deuil ou que une agression à main armée ou que je sais pas un feu. Enfin voilà. Ouais, non, mais tu prônes le fait de dépasser aussi le rôle de victime, et je pense que c'est tout à ton honneur, parce que quand tu es enfermé dans le rôle de victime, c'est ce que tu disais, quoi, c'est dire ah la pauvre, sortir du rôle de la victime, c'est dire aussi on peut dépasser ça, on peut s'en sortir, je ne sais pas si c'est le bon terme. Ouais, c'est ça, et on peut recommencer à enfin revivre exactement. Enfin, je vais pas dire exactement comme avant, mais parce que forcément on change, hein, mais bon, je suis en train de bugger là. Mais non, mais t'inquiète pas. T'inquiète pas, je vais enchaîner. Ouais. Et donc, tu es revenu vivre en France il y a quelques mois, ou c'était il y a un an, je ne sais plus, rappelle-moi. C'était en mars 2020. D'accord. Est-ce que ça a un lien avec cet épisode, même si tu t'en es sorti, qui est quand même marquant dans une vie? Tu es rentré en France aussi pour cette raison-là, ou pas forcément? Non, je pense pas que ça a joué un rôle primordial. C'était juste que bah,
Alors, ça faisait 5 ans et 5 mois que j'étais en Australie. Je trouvais que c'était un beau chiffre. Puis, c'était plus que professionnellement, j'arrivais un peu en bout de course et que du coup, la question, c'était soit tu te relances dans un autre boulot en Australie, mais du coup, tu te remets un peu une pièce pour quelques années, soit tu te dis que 5 ans, c'était déjà bien. Et en fait, moi, ça me faisait quand même plaisir de revenir en France parce que l'Australie, c'est quand même très, 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 très loin et voir ta famille une fois par an et ta vie d'avant une fois par an, bah, c'est... Enfin voilà, j'étais hyper contente de rentrer en France. C'était juste la fin d'une aventure en Australie qui était très bien, mais qui... Toutes les bonnes choses ont une fin. D'accord. Et aussi, quand tu vas boire un coup avec des copains, que vous êtes autour d'une table et que tu entends quelqu'un qui dit ah oui, elle a écrit un livre et que donc là, tu t'expliques en fait le sujet du livre, tu as l'impression que ça plombe l'ambiance ou maintenant il y a un peu une évolution et les gens ont compris que voilà, on pouvait Bah, dépasser ça. le truc, c'est que ça dépend vachement des gens avec qui t'es. Enfin, tu vois, tu peux être avec des filles qui sont, ou des mecs d'ailleurs, qui sont hyper sensibles au sujet, enfin, qui sont vraiment au fait des derniers témoignages et du coup, qui vont être enfin, qui vont donner le change d'une manière très naturelle. Ouais, Et puis, t'en as d'autres avec qui, effectivement, t'as l'impression qu'un ange passe, quoi. ouais. Oui, et toi, comment tu réagis en fait face à ces différentes formes de réaction? Tu restes cool, tu as envie de convaincre la personne que tout va bien ou tu laisses couler? Bah, ça m'est pas encore trop arrivé, en fait. Ça dépend vraiment. Enfin, en vrai, je m'adapte un peu à mon public, quoi. Enfin, tu vois, la fois dernière, j'étais dans le taxi et je venais d'arriver à Paris et je prends le taxi et il me dit qu'est-ce que tu viens faire ici? Et je dis bah je viens parce que j'ai écrit un livre et du coup voilà, je vais voir mes éditrices et puis j'ai un peu enfin de la promo à faire et tout. Et il me dit ah bon et c'est quoi le livre? Et là tu dis c'est 0,9% parce que 0,9% blablabla. Et là du coup forcément dans le taxi elle fait ah ouais d'accord ok et ça tu vois, et là, du coup, il part direct dans un débat en mode ah non, mais moi, de toute manière, si jamais un jour quelqu'un viole ma fille ou ma femme, moi, de toute manière, le mec, je le bute moi-même, tu vois. Donc là, bah, dans ce cas-là, je rentre pas forcément Ouais, ouais, dans le débat de l'abolition de la peine de mort, tu vois. Enfin, voilà, c'est... ouais, Mais enfin, je sais pas, je m'adapte en fait. Parfois, je sens que les gens, ils sont demandeurs d'en parler et du coup, bah pourquoi pas. Et quand je sens que c'est pas le moment ou qu'il n'y a il y a pas beaucoup de répondants, bah, je laisse tomber, quoi. d'accord. Et là, la promo, ça continue encore? T'as hâte que ça finisse ou c'est... Ça me déplaît pas d'en parler. Après, c'est vrai que même si c'est une histoire qui est derrière, c'est vrai que faire des vidéos et entre guillemets te forcer à en parler, forcément, tu penses à plein de choses et c'est pas forcément négatif, mais ça pompe quand même une partie de ton espace libre dans ton cerveau, quoi. Ouais, ouais. Et en tout cas, moi, je l'ai lu, c'est ce que j'expliquais déjà au début, mais je trouve que c'est hyper bien écrit, mais de manière super facile à lire. C'est vraiment un témoignage, c'est prenant, on le lit hyper rapidement du début à la fin. Et moi, je peux qu'encourager toutes les personnes qui écoutent ce podcast de lire le livre que j'ai adoré. Et donc, la petite question de la fin pour toi, Jeanne, quel genre de fille es-tu? Alors, du coup, je me suis un peu posé la question parce que je connais ton podcast, alors, et je savais que tu avais cette question à la fin et elle me faisait flipper. Je me disais, c'est hyper dur de répondre à cette question. Il n'y a Et pas de donc, bonne réponse. il n'y a pas de bonne réponse ou de mauvaise réponse plutôt. Oui, Euh, pardon. tu mets la pression. Et du coup, je me suis dit, bah, moi, je pense que je suis quelqu'un qui ne me laisse pas marcher sur les pieds. Mais donc, je me suis dit, il faut que je trouve un adjectif. Et donc, j'ai tapé sur Google adjectif pour ne pas se laisser marcher sur les pieds. Et j'ai trouvé récalcitrant. Et du coup, je trouve que c'est un peu péjoratif. Mais après, en regardant, récalcitrant, c'est qui résiste avec entêtement. Et quand on parle d'une chose qu'on ne peut pas arranger à son gré, comme une mèche de cheveux récalcitrante. Et Ouais. du coup, je me suis dit, bah, peut-être que c'est ça, en fait. C'est juste,
quand il y a un truc qui me plaît pas, et donc, je me laisse pas faire et je le dis et je suis assez entière. Mais écoute, quelle magnifique métaphore de cette mèche de cheveux récalcitrante. Surtout quand tu connais ma tête, tu comprends mieux. Merci Jeanne pour ton témoignage et bravo pour ce livre qui est d'utilité publique. Merci et à bientôt. Au revoir. Merci Anne-Laure et à très vite. Ouais. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à laisser un avis positif à propos de Genre de Filles sur vos applications de podcast. Pour ne rien manquer de Genre de Filles, suivez-moi @Anne-Laure Baratin sur Instagram. Si vous avez des compliments, des critiques ou des réflexions, n'hésitez pas. Merci à Marvin Marchand pour la musique du générique. Bonne semaine et à très vite. Salut!